Madrid, Moskva. Il fallait que je lise, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Fuga dal mercato azionario con le borse in profondo rosso. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Le protectionnisme, c'est la guerre, c'est un mensonge, c'est le repli. Emmanuel Macron était candidat à la présidentielle en avril 2017 quand il utilisait cette formule choc en clin d'œil évidemment à François Mitterrand. 5 années et quelques péripéties sanitaires plus tard, le discours présidentiel met désormais plutôt en avant une Europe qui protège et qui doit renforcer son autonomie stratégique. L'idée de taxe carbone aux frontières de l'UE fait ainsi la quasi-unanimité et la réindustrialisation se ferait un chemin dans les thèmes de la présidentielle. Alors la période montrerait-elle un pivotement sur ces questions et surtout quelle est l'histoire longue de ces débats bien avant les années Trump, bien avant les années Covid, bref, comment en est-on littéralement arrivé là? Pour bien commencer l'année, on regarde dans le rétroviseur. Bienvenue dans Russe Europe Express. Cette fameuse taxe, entre guillemets, carbone aux frontières de l'Europe, Emmanuel Macron, qui permet justement 9 décembre 2021. de conduire cette transition pour l'ensemble de nos industries en préservant notre compétitivité. Ça consiste en quoi? Eh bien, à corriger le fait que nous allons demander des efforts, des investissements, les accompagner, décarboner notre industrie, mais que nous continuerons à importer parfois des biens qui viennent de régions qui ne font toujours pas le même effort. Eh bien, nous compenserons à nos frontières le différentiel. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Ainsi qu'à notre invité du jour. Bonjour Yves Pérez. Bonjour et bonne année également. Merci beaucoup, économiste toujours, professeur émérite de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, dont vous avez été le doyen, et on vous retrouve dans cette émission pour votre sujet fétiche, un nouveau livre paru en fin d'année dernière, Protéger ou disparaître, le débat français sur le protectionnisme, c'est chez Perspective Libre. Merci beaucoup d'être avec nous, et de votre côté, Jacques Sapir, vous publiez ces jours-ci un Que sais-je sur ce sujet également du protectionnisme. C'est, que sais-je, bien sûr, au PUF, 2 livres qu'on va donc mettre en dialogue, comme on le fait souvent ici, dans les voix de leurs auteurs respectifs. Je précise, amis auditeurs, par ailleurs, que cette émission aura un second volet la semaine prochaine avec le journaliste Aurélien Bernier, lui aussi pour un nouveau livre, et autour, cette fois-ci, plus précisément, de la relocalisation et du nationalisme économique. Alors, pour vous lancer pour votre édito, j'ai tout simplement envie de vous poser la même question que celle qui ouvre votre Que sais-je et qui l'a fait plutôt un clin d'œil aux lettres persanes. Comment peut-on être protectionniste? Mais oui, comment peut-on être protectionniste? C'est comment peut-on être persan dans les yeux d'un Français, évidemment. Alors oui, effectivement, le protectionnisme, sous quelque forme que ce soit, est en train de revenir à la mode. Ce qui est un paradoxe d'ailleurs assez étonnant, parce que si on en croit la doxa qui est toujours dominante, et vous nous avez rappelé ce qu'avait déclaré en 2017 Emmanuel Macron, le protectionnisme serait une extravagance d'un autre âge. Le libre-échange n'aurait-il pas apporté effectivement la prospérité générale, la paix internationale et le bonheur par surcroît? Et il rend les dents blanches aussi? Oui, et enlève les pellicules, vous avez tout à fait raison. C'est donc une petite musique que l'on entend régulièrement et que l'on peut lire dans les quotidiens, les hebdomadaires français. Pourtant, le retour du protectionnisme est aujourd'hui une évidence, et on voit bien que le libre-échange s'est délité sous le coup d'une part de la grande crise de 2008 à 2010, et puis sous celle plus récente de la Covid-19. Il y a aussi, pour le coup, une prise de conscience, y compris d'ailleurs des défenseurs les plus acharnés de la mondialisation, que certaines de ces conséquences sont devenues désormais absolument insupportables. Oui, c'est vous-même qui nous aviez rappelé, par exemple, lors de notre émission précédente avec Yves Pérez en juillet dernier, cette phrase de Carmen Reinhardt, qui est l'économiste en chef de la Banque mondiale et qui déclarait en mai 2020 que la pandémie était le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation. Oui, tout à fait. Et là, ce qui est important de retenir, c'est le mot « dernier clou », ce qui présuppose évidemment qu'il y en a eu d'autres. Et on voit bien effectivement que cette espèce de grande doxa sur le libre-échange, c'est fantastique, la mondialisation, c'est un monde absolument merveilleux, il a terriblement, pâli à partir de la crise de 2008-2010. Alors, pourquoi?
Le lien entre le libre-échange et la montée des inégalités, c'est un lien qui constitue aujourd'hui l'un des principaux arguments en faveur du protectionnisme, eh bien, il a été très largement validé. Et on le voit que ce soit au sein des études ou que ce soit dans les discours d'un certain nombre d'hommes politiques. Prenez par exemple le thème de la souveraineté économique, qui, au sein des élites gouvernementales, alors même si ça peut être la souveraineté européenne, mais toujours l'idée d'une souveraineté économique, ou dans l'opposition. Et on le voit bien, en fait, de Villepin jusqu'à Arnaud Montebourg, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une forme de concentration des élites autour de cette idée. Et ce n'est pas qu'un phénomène français, parce qu'on voit aussi que dans divers pays, il y a les témoignages de cette prise de conscience. Alors, le cas le plus étonnant étant évidemment aux États-Unis, qui était d'une certaine manière le centre du libre-échangisme, quoique les États-Unis ont été extrêmement promoteurs de libre-échange pour les autres, très peu pour eux-mêmes, mais ça c'est un autre problème. Eh bien, avec Donald Trump, il y a eu une forme de tournant protectionniste qui a été pris, qui d'ailleurs n'a pas du tout été révoqué par le successeur de Trump, Joe Biden. Donc voilà, c'est un petit peu la situation actuelle. Et de cette situation, eh bien, on voit que 2 livres vont l'aborder, la décrire sous des angles qui sont différents. Le premier, c'est évidemment celui d'Yves Pérez, Protéger ou disparaître, qui a été publié, vous l'avez dit, à la fin de l'année dernière, et qui fait suite, comme vous l'avez rappelé, à un ouvrage précédent publié en 2020, dont on avait rendu compte, Les vertus du protectionnisme. Alors, Yves Pérez nous propose, dans son ouvrage, cette fois-ci, une relecture de l'histoire économique de la France depuis 1870, centrée sur 3 points. Le premier, c'est évidemment le moment mélinien de Jules Méline, qui est le rétablissement d'un niveau de droit de douane qui établit une protection importante en France en 1892. Le deuxième moment, c'est le moment qui va en fait des leçons de la crise de 29. C'est pas 1929, disons 1930, 31, 32, quand on voit que le bloc or se dissout progressivement et où l'ensemble des pays européens adoptent des systèmes protectionnistes qui vont traverser la guerre, qui vont être maintenus dans l'après-guerre et qui vont, d'une certaine manière, servir de cadre et de contexte au démarrage très important de la croissance économique dans les années d'après-guerre. Et puis, le troisième moment, c'est évidemment le tournant opéré par Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand de 1974, de l'arrivée de Giscard d'Estaing, et du fait que, c'est intéressant, dans la préface qu'il fait au plan de l'époque, parce que le président de la République préfaçait le plan français, eh bien, il dit qu'il n'est absolument pas question de protectionnisme. Au contraire, il faut aller toujours vers plus d'ouverture. Et on a, d'une certaine manière, l'écho dans les décisions qui ont été prises par François Mitterrand. C'est le tournant de la rigueur, 1983-1984. Tournant de la rigueur qui est pris contre une partie du gouvernement qui souhaitait des mesures protectionnistes, même temporaires, et tournant de la rigueur qui est pris en faveur, évidemment, de l'Union européenne, en faveur... Alors, c'était pas encore de l'Union européenne, mais disons, ce que l'on avait déjà en vue, c'était l'acte unique européen, qui va être extrêmement important. Voilà, ça c'est pour le livre d'Yves Pérez dont il va nous parler lui-même dans un instant. Second livre, eh bien c'est le vôtre. Jacques, vous venez de faire donc paraître un Que sais-je sur le protectionnisme, qui comme toujours dans cette collection est un exercice de synthèse. Oui, tout à fait. Pas seulement de synthèse, c'est aussi un ouvrage à but pédagogique, voilà. Parce que il faut rappeler qu'un Que sais-je s'adresse à des gens qui n'ont pas nécessairement toutes les connaissances et qui veulent justement, qui achètent le Que sais-je pour acquérir des connaissances minimales, et où je décris évidemment succinctement quels furent les débats fondateurs du protectionnisme, les positions alors des grands adversaires du protectionnisme, Torrens et Ricardo, mais aussi celles des grands auteurs protectionnistes du 19e siècle, Friedrich List et Henri Carré. J'analyse aussi les conséquences économiques du tournant protectionniste de 1870-1885, un tournant qui va durer de fait, et en dépit des guerres et des troubles qu'elles ont engendrés, on l'a vu, jusqu'à la fin des années 1970. Et puis aussi, on va y trouver une analyse de la victoire apparente du libre-échange, puis du retournement
auxquels nous avons été confrontés depuis maintenant une dizaine d'années. Et oui, 2 livres donc on va donc mettre en conversation entre vous, messieurs, avec dans un coin de la tête, Jacques Sapir, les débats de la présidentielle quand même. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Et si vous voulez, si on veut reprendre 2 phrases de la conclusion d'Yves Pérez, qui me semble extrêmement importante. La première, c'est que un pays souverain a besoin de maîtriser certaines variables clés. Et on voit bien que dans ces variables clés, il y a les variables économiques. Et c'est entièrement exact. Mais aussi, et là je cite à nouveau, à force de reculer les échéances, il est possible que nous nous réveillions un jour prochain en n'ayant plus d'autre choix que celui de la soumission. Et on le voit, c'est une sombre perspective, en effet. Sombre perspective, on l'aura compris, en tout cas on a très envie de parler d'histoire dans ce numéro, d'histoire des idées, d'histoire de la pensée économique, mais entrons peut-être, si vous le voulez bien, Yves Pérez, dans notre sujet par la petite porte de l'actualité. Est-ce que, Yves Pérez, l'ère du temps a changé brutalement avec la pandémie que l'on vit, ou bien est-ce que c'est un processus plus long qui aurait, que sais-je, 10 ans, 15 ans ? Je pense que la pandémie était un accélérateur, mais c'est vrai que les tendances, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, ça remonte à la crise de 2008. C'est là où il y a véritablement l'apogée, j'allais dire, du néolibéralisme, du libre-échange mondialisé. Et à partir de ces années 2008-2010, on commence à assister à une inversion de tendance, en tout cas une inflexion de tendance très forte. Et la pandémie est venue effectivement accélérer ce processus qui était déjà à l'œuvre à partir de 2008, à partir de la crise financière. Alors une question que je vais vous poser à plusieurs reprises dans cette émission, c'est de distinguer, quand je disais l'ère du temps, c'est-à-dire les idées par exemple dominantes ou celles qui sont mises en débat, et les mesures. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus sur la période actuelle ? Écoutez, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des débats à l'intérieur de l'Union européenne sur la taxe carbone. Il y a également une prise de conscience de l'excès de dépendance, notamment à l'égard de la Chine ou de l'Asie, sur un certain nombre de productions. Maintenant, je reste un petit peu dans l'expectative pour la suite. Il faut toujours faire la part du discours politique, et ensuite des mesures effectives qui sont susceptibles d'être prises. Donc c'est là où il faudra être très vigilant, je dirais, dans les mois et l'année qui va s'écouler là maintenant, pour voir si c'est vraiment un changement de tendance ou si, au contraire, on fait plutôt une sorte de replâtrage, en quelque sorte, de l'existant. Alors, amusons-nous à rembobiner, comme vous le faites l'un et l'autre, une évidence absolue, en fait, duquel vous partez l'un et l'autre, mais évidence qu'il faut quand même rappeler, c'est que le capitalisme n'est pas forcément libre-échangiste. Vous vous intéressez l'un comme l'autre, en premier lieu à la seconde moitié et à la fin du 19e siècle. Quelles ont été, alors dans votre cas, Yves Pérez, dans le cas français en particulier, quelles ont été les controverses à l'époque et avec quelles conséquences ? Disons que sur le plan intellectuel, il y a une controverse entre ce qu'on appelle les Saint-Simoniens, donc avec Michel Chevalier, qui était le conseiller de Napoléon III, et ce que j'ai appelé les Méliniens, c'est-à-dire ceux qui étaient autour de Jules Méline et qui ont été les partisans d'un retour au protectionnisme. Alors les Saint-Simoniens avaient été les artisans de la révolution ferroviaire. Ils étaient partisans d'une croissance, j'allais dire, déséquilibrée, une croissance qui mettait l'accent sur les industries ferroviaires, métallurgiques, sidérurgiques, et qui fondaient leur espoir sur le libre-échange, notamment avec l'Angleterre. Alors, l'idée de Michel Chevalier, c'était de dire on va vendre notre blé aux Anglais, et on achètera aux Anglais les machines dont nous avons besoin, le charbon dont nous avons besoin, pour accélérer la construction de notre réseau ferroviaire. Et très paradoxalement, le calcul de Michel Chevalier va se heurter justement au succès de la révolution ferroviaire et de la navigation à vapeur, à partir du moment où la révolution ferroviaire et la navigation à vapeur vont se développer, les blés du Nouveau Monde, c'est-à-dire du Canada, des États-Unis et de l'Argentine, vont débouler en France, vont ruiner les avantages comparatifs de l'agriculture française et vont être à l'origine d'une crise sociale majeure
je dirais, après la guerre de 70, à la mesure où à l'époque, plus de la moitié de la population active était employée dans l'agriculture. Donc forcément, c'était c'était un choc majeur, l'arrivée des blés du Nouveau Monde. Ça a complètement déstabilisé l'agriculture française. Et donc face à ça, les élites qui jusque-là étaient tout acquises au libre-échange saint-simonien vont commencer à se détacher des Saint-Simoniens et vont commencer à pivoter vers Méline et vers ses partisans. Et donc Méline va récupérer une partie des anciens Saint-Simoniens, notamment chez certains industriels, chez certains grands propriétaires fonciers, qui vont commencer à comprendre que l'agriculture française aura besoin d'une protection pour éviter l'effondrement. Il faut pardonnez-moi Yves Pérez, effectivement, que vous nous parliez de Jules Méline. On l'a un petit peu oublié. Qui était cet homme d'État de la Troisième République ? Jules Méline est un homme de la Troisième République. C'est un homme de centre droit, pourrait-on dire, franc-maçon, républicain modéré. Ils n'ont pas modérément républicain. Et qui va faire son heure de gloire, qui va avoir son heure de gloire autour de vote de la loi de 1892, la loi sur le double tarif, et qui va drainer au fond derrière lui toute une série de courants, à la fois intellectuels mais aussi sociaux, économiques, en faveur d'une France recentrée sur l'agriculture, d'un développement équilibré, le plus équilibré possible entre l'agriculture et l'industrie. L'idée, c'était il fallait faire une économie complexe, éviter de sacrifier l'agriculture à l'industrie lourde à l'industrie légère, le marché intérieur ou toute exportation. Donc, il fallait maintenir un savant équilibre entre ces différents aspects, je dirais. Et ça va correspondre à une France qui, en même temps, devient républicaine, avec une paysannerie qui, au départ, n'était pas spécialement acquise à la République. Et la seule façon, Méline le comprendra très vite, c'est que la seule façon de fidéliser la paysannerie, ça va être de la stabiliser économiquement. Pour la stabiliser économiquement, il fallait mettre des droits suffisamment protecteurs pour permettre à l'agriculture française de se moderniser dans la durée. Et vous allez en fait finalement jusqu'à dire que c'est grâce à ces mesures-là que la paysannerie française est devenue républicaine. C'est quelque chose de majeur dans notre histoire. Alors je ne dis pas que c'est le seul élément, mais ça a été un élément, à mon avis, important de la conversion de la paysannerie à la République. Et la meilleure façon, là où on a vérifié que la paysannerie était bien acquise à la République, c'est quand l'armée qui est partie en 14 au front, c'était une armée qui était encore très largement une armée de paysans. Et on a vu qu'effectivement, elle a combattu avec une motivation forte, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. La paysannerie s'est souvenue de ce que la République avait fait pour elle. Et je crois que ça a été un lien fort, effectivement, une retombée. D'autres personnes que Méline ont soutenu cette politique. Il y a eu Jules Ferry, il y a eu différents républicains qui ont soutenu cette politique. Alors, deuxièmement, il y avait aussi, à l'époque, l'idée que la France vaincue en 1870, qui était toujours avec l'hypothèse d'une guerre possible contre l'Allemagne, devait être socialement homogène, devait être la plus unie possible. Et par conséquent, le protectionnisme était un moyen de refaire de l'unité sociale, de l'unité économique, entre guillemets, de l'unité nationale, d'une certaine façon, face à un adversaire potentiel qui était craint, qui était puissant, qui était craint à l'époque par les élites françaises, bien évidemment, après le désastre de 1870. Jacques Sapir, oui, justement, je citais tout à l'heure en accroche cette phrase d'Emmanuel Macron qui disait que le protectionnisme, c'est la guerre. Quel lien entre protectionnisme, libre-échange et guerre, justement ? Alors, le lien est très discutable parce que il faut d'abord rappeler que les grands pays libre-échangistes ont imposé très souvent le libre-échange aux autres pays par la force militaire. On a le cas de la Grande-Bretagne en Inde, si vous voulez. Bon, donc il n'y a pas de lien évident entre libre-échange et paix. Le fait aussi, on dit très souvent, quand il y a des échanges, on ne se bat pas entre pays qui échangent. C'est complètement faux. En 1914, la France est le premier client de l'Allemagne
l'Allemagne est le premier client de la France. Ces deux pays ont des relations économiques en réalité extrêmement étroites. C'est bien expliqué d'ailleurs dans le livre d'Yves Pérez. Et pourtant, ça ne les empêchera pas de se faire la guerre de manière extrêmement déterminée. Donc, bon, il n'y a pas de lien là-dedans. Ce que l'on peut quand même constater, c'est deux choses. C'est du point de vue des idées, le courant qui a porté le protectionnisme est un courant qui était en politique très libéral. Prenez par exemple le cas de Liszt et de Carré, qui sont les deux figures emblématiques des intellectuels qui ont fait émerger une théorie moderne du protectionnisme à partir de 1840-1850. Ils s'engagent en même temps pour des politiques très libérales, enfin, en termes de république, si vous voulez, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ils prennent position pour l'abolition de l'esclavage. Henri Carré, notamment, va s'engager, alors Liszt avait commencé, mais Henri Carré va s'engager de manière très profonde dans la lutte contre l'esclavage. Il deviendra d'ailleurs l'un des principaux conseillers de Lincoln. Et c'est grâce à la guerre de sécession que les premiers droits de douane importants américains vont être mis en place. Donc il y a aussi cette dimension qui est extrêmement importante. Et puis, il faut quand même le dire, et ça, si il y a maintenant toute une série d'études économiques qui le montrent. Alors, nous avions les travaux de Paul Béroc, mais il y a aussi maintenant les travaux de Michael O'Rourke qui portent là-dessus. Eh bien, en fait, le protectionnisme apporte un dynamisme à l'économie que le libre-échange n'avait pas apporté. On voit très bien la différence, si vous voulez, en termes des taux de change moyens par période. Entre la période, grosso modo, 1840-1870 et la période 1880-1914, c'est-à-dire qui est, elle, dominée par le mouvement protectionniste, eh bien, on voit bien à ce moment-là que les taux de croissance s'accélèrent dans les différents pays. Il n'y a qu'un seul pays où ça ne se voit pas, d'ailleurs c'est assez étonnant, c'est l'Italie. Et il faut toujours rappeler que l'Italie, d'une certaine manière, a manqué une partie de sa politique économique à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ce qui va expliquer à la fois le mouvement d'émigration des Italiens vers les États-Unis, mais vers aussi la France. Et la France, il ne faut pas oublier qu'on était l'un des grands récepteurs des émigrés italiens. Et puis, les conflits commerciaux entre l'Italie et la France. Et c'est ça qui est très intéressant. Le pays avec lequel nous avions le plus de raisons de conflit, eh bien, on voit très bien que le passage du libre-échange au protectionnisme, qui d'ailleurs a commencé en Allemagne, qui a été suivi après par la France, ne change rien à la situation. Il y a toujours la même conflictualité entre la France et l'Allemagne, mais ce n'est absolument pas affecté par cette question-là. Par contre, il y a là effectivement un conflit commercial avec l'Italie, alors qui est aggravé par toute une série d'incidents qui auraient pu être plus que des anecdotes, qui heureusement, grâce au grand calme des hommes politiques, que ce soit français, italiens, sont restés des anecdotes. Je rappelle toujours ce général français qui, lors d'un banquet républicain à Ajaccio, dit « Oui, la Corse, ce pistolet pointé sur le cœur de l'Italie ». Ce sont des déclarations qu'on apprécie modérément en matière diplomatique. Bon, immédiatement, les deux gouvernements ont tout fait pour calmer le jeu. Bon, eh bien, en dépit de ces conflits, en dépit du fait, par exemple, que l'Italie avait décidé de rejoindre la Triple Alliance avec l'Allemagne, eh bien, on voit que lors de la guerre de 14, elle ne s'engage pas malgré tout derrière l'Allemagne, parce qu'elle a par ailleurs un contentieux avec l'Empire austro-hongrois, et qu'elle va changer d'alliance en 1915, se ranger du côté de l'entente. Donc, en fait, on voit bien que les conflits commerciaux qui peuvent naître du protectionnisme, il ne faut pas non plus avoir une vision complètement idyllique, qui peuvent naître du protectionnisme, en règle générale, n'engendrent pas la guerre, mais que des conflits politiques qui sont antérieurs, eux, survivent, que ce soit au libre-échange ou au protectionnisme,
et eux sont effectivement des causes de guerre, et que là, le libre-échange n'aurait été d'aucun soutien pour tenter de défendre la paix entre la France et l'Allemagne. Yves Pérez, votre réponse, et puis poursuivons notre fil. Qu'est-ce qui change au tournant du 19e et du 20e siècle ? Alors, ce qui change, c'est la montée en puissance de nouveaux pays, notamment l'Allemagne et les États-Unis, qui deviennent de grandes puissances, qui commencent à contester l'hégémonie britannique sur l'économie mondiale. Alors, pas au niveau financier, mais en tout cas au niveau industriel et commercial. Et la France va, grâce à sa politique protectionniste, aménager, je dirais, un petit peu sa position. La France n'est pas dans une position de force par rapport à ce qu'on appelait à l'époque ses grands rivaux, Allemagne, Angleterre, États-Unis, mais elle va avoir une politique de mobilisation de son épargne nationale vers la Russie. Elle va construire l'alliance franco-russe, qui avait une double fonction économique, rassurer l'épargnant français en lui proposant l'achat de bons du trésor russe, et donc d'un grand État allié de la France, et d'autre part une fonction très géopolitique qui était en cas de conflit d'avoir l'assurance que l'Allemagne sera amenée à combattre sur deux fronts, ce qui s'est effectivement passé de 1914 à octobre 1917. Ça, c'était la deuxième fonction. Grâce à ça... Oui, et puis l'affaire des emprunts russes ne s'est pas très bien terminée pour les épargnants. Oui, alors, c'est une façon de voir les choses. Mais jusqu'en 1914, la France est la deuxième puissance financière mondiale, alors assez loin derrière l'Angleterre, mais devant les États-Unis et l'Allemagne. Et après tout, sur le plan purement militaire, l'alliance va quand même fonctionner de 1914 à 1917. Et quand les troupes allemandes reviendront de l'Est vers le front occidental, la guerre sera déjà quasiment pliée. Et les forces américaines auront débarqué entre-temps. Donc, le calcul de l'alliance franco-russe, alors, il s'est très mal terminé sur le plan économique en 1917, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais ça a été un support de prospérité entre 1890 et 1914, et sur le plan militaire, ma foi, il a manqué un an pour que ce soit un succès, j'allais dire d'une certaine façon, mais ça a évité à la France d'avoir toutes les divisions allemandes qui étaient sur le front de l'Est n'étaient pas sur le front occidental au moment de la bataille de la Marne ou à Verdun. C'est à prendre en compte, je dirais, dans le bilan historique, en quelque sorte. Et alors, je vous ai interrompu, je vous laisse poursuivre sur ce que vous disiez avant. À ce moment-là, on a un rééquilibrage de forces, et la France va réussir, avant 14, à bien gérer, je dirais, un petit peu ses infériorités économiques, le fait que son agriculture a perdu ses avantages comparatifs, qu'elle est un pays pauvre en charbon à une époque où le charbon est le combustible de la révolution industrielle. La France va réussir à être la 4e puissance commerciale du monde, elle va être la 2e puissance financière du monde. Elle fait une performance de bon niveau comparativement à son poids démographique à l'époque. Elle s'en tire plutôt bien, contrairement à ce que disent certains auteurs libéraux au sujet de la malfaisance, en quelque sorte, originelle du protectionnisme. Alors, à partir des années 20, on va avoir un basculement. La France va connaître une phase de croissance avec la reconstruction d'après-guerre, la reconstruction industrielle. C'est ce qu'on va appeler le protectionnisme d'expansion. On dit la France va moins protéger son agriculture, elle va plutôt protéger son industrie face à l'Allemagne de Weimar, qui jouait à fond avec l'inflation, qui jouait à fond ce qu'on appelait à l'époque le relativisme monétaire. Donc là, il va y avoir une période de reconstruction, et qui va se terminer avec la crise des années 30, avec le détonateur de la crise des années 30, où là, la France va être relativement moins touchée que ses grands rivaux, pour deux raisons. Parce qu'elle était moins engagée dans le commerce mondial que ses grands rivaux, et deuxièmement, aussi parce qu'elle était moins engagée dans la production des biens d'équipement lourds que ses grands rivaux. Et alors, elle va essayer de développer la coopération. Alors, ça sera l'expérience du Bloc-Or, qui a été une expérience complexe.
la France a tenté avec le bloc Nord de reconstituer en quelque sorte un pool d'économie résistant au décrochage de l'économie britannique et ensuite américaine de l'or par rapport à l'étalon or. Mais il faut par ailleurs nous rappeler, Yves Pérez, ce que c'était que le bloc or. Alors, le bloc or, c'était une création en grande partie française qui a regroupé la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie et la Pologne, et qui a tenté de conserver l'indexation sur l'or après que la Grande-Bretagne, en 1931, ait renoncé à l'étalon or. Alors, c'est une politique ambiguë qui a eu des effets ambigus, notamment il y a eu des effets déflationnistes en France, mais c'était une tentative de coopération internationale. Elle va échouer principalement parce que les économies du bloc or étaient plus concurrentes que complémentaires, et petit à petit, un pays après l'autre va se détacher du bloc or, l'Italie la première, suivie par les autres. Et donc, ce sera finalement un échec, et la France abandonnera cette politique. Ensuite, effectivement, les tensions géopolitiques en Europe étaient telles après 1936 qu'il n'y a pas eu de restabilisation. La coopération n'a pas pu fonctionner comme elle aurait dû fonctionner. Elle n'a pas pu fonctionner. Le Troisième Reich était déjà sur le sentier de la guerre. L'Italie avait su se rapprocher de l'Allemagne, et ça a entraîné l'échec en quelque sorte des politiques françaises de coopération. La France va continuer jusqu'en 1938, à fin 1938 même, je dirais, à tenter de relancer la coopération. Mais bon, l'Angleterre s'était repliée sur la préférence impériale, sur son empire. Voilà. Et donc la France se repliera à son tour sur un protectionnisme de crise et sur son empire colonial à l'époque. Elle fera comme la Grande-Bretagne à une échelle beaucoup plus réduite que l'Empire britannique. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Jacques Sapir, ce dont on se rend compte quand on lit et qu'on écoute Yves Pérez, c'est que souvent les types de politiques qui sont mises en place sont souvent moins dus à l'influence de telle ou telle théorie économique qu'à des choses propres à l'époque, à la conjoncture. Alors, c'est compliqué parce que il y a quand même des grands courants de pensée qui sont victorieux à certains moments. C'est particulièrement le cas aux États-Unis. Si vous voulez, les États-Unis sont très favorables au libre-échange jusqu'à l'élection de Lincoln, mais ils sont très favorables au libre-échange et à l'esclavage. Rappelons-nous que le Congrès des États-Unis vote la fameuse loi Bayon, Gag Rule, qui interdisait de réévoquer la question de l'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'on disait, voilà, si vous touchez à l'esclavage, vous touchez à la propriété. Les esclaves sont une propriété, donc vous privez les propriétaires d'esclaves de leur capital. Horreur absolue pour les bourgeois de l'époque. Bon, et là, c'est quand même tout le mouvement idéologique qui amène Lincoln au pouvoir, il est porteur à la fois, et ce sont les mêmes hommes, de l'idée on va abolir l'esclavage. Et Carré, je crois que dès 1846, il fait publier un livre où il dit comment éteindre l'esclavage de nos jours. Donc d'emblée, il prend ça comme cible, et qui prône le protectionnisme. Donc il y a quand même de grands mouvements idéologiques. Ce sont de véritables débats d'idées, et qui sont des débats d'idées qui traversent complètement la société. Après, vous avez raison, il y a ce qu'on appelle la force des réalités. Et la force des réalités, elle est dans le sens que le nord des États-Unis a besoin du protectionnisme, pas le sud. C'est pas du tout la même économie entre le nord et le sud. Et c'est ce qui est en réalité le fond de la guerre de sécession. Pourquoi le Sud fait sécession ? C'est pas simplement pour protéger l'esclavage, mais c'est aussi pour protéger une structure où le Sud peut exporter ses matières premières, le coton, l'indigo, et avec cet argent acheter des biens manufacturés et des machines, alors que le Nord veut protéger sa production de machines de la concurrence britannique. Donc ça, c'est quand même une réalité absolument certaine. C'est aussi la réalité du développement économique. Par exemple,
le basculement de la Russie dans le camp protectionniste. Alors, il y a la dimension débat d'idées. L'homme, Mendeleïev, d'ailleurs c'est assez intéressant, il est ministre des Finances, c'est un grand chimiste. C'est celui qui va faire la fameuse table des éléments périodiques qu'on a tous appris dans nos études. Mais il est donc aussi l'un des acteurs du protectionnisme. Il travaille avec les traducteurs de listes en russe. Et en fait, quand il va commencer à faire son rapport pour le Tsar sur quels devraient être les tarifs commerciaux qu'appliquera la Russie, il s'inspire directement de l'ouvrage de Liszt sur le protectionnisme. Donc, on voit, il y a la dimension du courant des idées, mais il y a aussi, bien entendu, la dimension des réalités économiques. Et c'est pour cela que Mendeleïev d'abord, puis après Sergueï Witte, vont défendre des politiques très protectionnistes qui vont permettre à la Russie de connaître un développement très rapide en réalité, puisque la Russie, en termes global, pas en termes par habitant, mais en termes global, est l'équivalent de la France en 1914. Quand on voit d'où elle était partie en 1850 ou en 1860, ça fait un progrès tout à fait considérable. Donc oui, il y a ces deux dimensions, mais qu'il faut bien avoir en tête. Il y a bien entendu une forme de pragmatisme dans les décisions qui sont prises sur le protectionnisme, mais il y a aussi le fait que le protectionnisme se trouve pris au cœur des grands débats d'idées, alors que ce soit sur la question de l'esclavage, que ce soit sur la question du libéralisme politique, dont Liszt et Carré étaient de grands défenseurs, et c'est pas pour rien que Carré a rejoint Lincoln, que ce soit aussi sur la question de l'émancipation des serfs en Russie, qui est d'ailleurs assez lié avec la question de l'abolition de l'esclavage, parce que très souvent, les auteurs qui défendent l'émancipation des serfs prennent appui, et pour exemple, les auteurs qui sont pour l'émancipation, pour la destruction de l'esclavage aux États-Unis. Il faut rappeler que l'abolition du servage en Russie, c'est très tard. C'est très tard, c'est très tard, c'est 1860. Bon, donc tout cela, en fait, se mélange, et il y a donc bien des décisions qui sont prises à la fois pour des réalités économiques qui sont absolument indiscutables, mais aussi dans le cœur d'un grand débat d'idées qui oppose à la fois les partisans d'un libre-échangisme, mais qui sont aussi des partisans de formes passées de la politique, avec des partisans de la nouveauté qui sont les protectionnistes. Avant de repasser la parole à Yves Pérez, puisque justement avec Yves Pérez on était dans les années 30, il faut nous dire un mot, Jacques Sapir, de Keynes. Oui, tout à fait. Alors Keynes est aussi un cas extrêmement intéressant parce que jusqu'en 1924-1925, c'est un grand défenseur du libre-échange. Il va d'ailleurs parler à l'université d'été des libéraux, des Whigs, puisqu'à l'époque, le système politique britannique est marqué par trois partis majeurs, donc les conservateurs, les Tories, les libéraux, les Whigs, et les travaillistes, le Labour. Et donc, il est à ce moment-là Whig, comme l'avait d'ailleurs été Churchill quelques années auparavant, et il défend le libre-échange. Et il y a d'ailleurs des lettres qu'il écrit à sa femme qui sont extrêmement intéressantes là-dessus. Et puis, de 1926 à 1930, il va progressivement changer d'avis. Il va abandonner ses positions libre-échangistes. Et il fait publier fin 1930 ou début 1931 un article dans une revue américaine, la Yale Review, où il défend l'idée d'une autonomie nationale en économie, self-sufficiency in economy, où c'est très intéressant parce que il explique, le libre-échange a peut-être eu une valeur positive autrefois, mais aujourd'hui, il ne l'a plus. Et quelles sont les raisons qu'il donne ? Il dit, le libre-échange soumet nos sociétés à des tensions qui sont devenues insupportables. Si nous conservons le libre-échange, il dit entre les lignes, nous aurons la révolution bolchevique. Et il restait quand même un libéral, donc même si il connaît d'ailleurs assez bien la Russie, par sa femme, il a été en URSS en 1926, et c'est un point assez intéressant.
Et donc il dit, si on veut que nos sociétés libérales survivent, il nous faut le protectionnisme. Et ça, c'est un pivotement dans la position de Keynes absolument fondamental, qui anticipe d'ailleurs les pivotements au niveau théorique qu'il va faire dans la production du traité de la monnaie, 1932, et puis bien entendu de la théorie générale en 1936. Yves Pérez, cette période, on parlait des années 30, mais en fait, vous la faites durer jusqu'à l'après-guerre et carrément pendant l'essentiel des 30 Glorieuses, en fait. Oui, tout à fait, parce que cette période des 30 Glorieuses est très intéressante. On a souvent expliqué le succès des 30 Glorieuses par l'ouverture des frontières avec la création du marché commun européen. Et en fait, on en donne aujourd'hui, on en a une vision un petit peu déformée, je dirais, dans la mesure où, quand les 30 Glorieuses se sont produites, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu un premier phénomène qui a été, en France, la substitution accélérée du pétrole au charbon. À l'époque, il s'agissait d'un pétrole bon marché qui régnait sur les marchés internationaux, avec les 7 sœurs anglo-saxonnes qui dominaient le marché mondial du pétrole. Donc la France, qui jusque-là souffrait d'être un pays pauvre en charbon, a pu utiliser un pétrole bon marché. Ça a été un facteur important dans l'industrialisation de la France d'après-guerre, et donc dans la France des 30 Glorieuses. Deuxième facteur, c'est que grâce au marché commun agricole, la France va retrouver à l'intérieur des 6 un rôle de grande puissance agricole, mais protégé vis-à-vis du reste du monde par le tarif extérieur commun. Donc on est loin dans cette France donc des années 58, 62, 63 d'un libre-échange débridé. Et il en sera de même pour l'industrie, puisque les 6 vont mettre en place un tarif extérieur commun pour l'industrie, pour protéger l'industrie des 6 du reste du monde. Donc on va avoir un mécanisme de transition assez important, assez intéressant, où on ne rompt pas complètement avec le protectionnisme, mais on le réaménage, on l'adapte, on l'élargit à une zone plus large, puisque la France va comme d'autres pays, mais enfin surtout la France, va abandonner son empire colonial, l'Algérie, et donc par conséquent, elle va se redéployer vers l'Europe, qui va devenir son marché principal, mais elle le fait d'une façon prudente et en misant sur des marchés protégés élargis, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est pas nouveau dans l'histoire française, mais ça sera une réinterprétation de cette tendance française, de cette préférence française pour des marchés relativement organisés, relativement protégés vis-à-vis du reste du monde. La vraie rupture interviendra plus tard. Elle interviendra à partir de 1974 avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing. Et il y a eu une deuxième étape qui a été le débat en 83 qu'il y a eu à l'intérieur du gouvernement de gauche, entre notamment Jean-Pierre Chevènement, mais pas que, comme Jacques Sapir l'a très bien dit tout à l'heure, et l'entourage de François Mitterrand. Ce débat sera tranché en faveur de l'Europe et du libre-échange. C'était pas gagné d'avance, puisqu'il y a eu un vrai débat à l'intérieur. Et puis finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est que le balancier s'est déplacé en faveur d'une Europe plus intégrée. C'était le démarrage vers une Europe plus intégrée économiquement, politiquement, et également vers l'acceptation d'un libre-échange mondialisé. Alors, notons qu'en 1974, le Royaume-Uni rejoint l'Europe. Le Royaume-Uni va peser beaucoup en faveur de l'ouverture des frontières, du libre-échange, du rapprochement avec les États-Unis. À l'époque, évidemment, encore une puissance de premier ordre, je dirais. Et donc là, on va avoir un infléchissement très très net, en rupture d'ailleurs avec ce qu'avait été la politique française en longue période, depuis l'après-guerre de 1870 au fond. On va avoir pour la première fois un virage assez net en faveur de ce libre-échange, et on va voir aussi la montée en puissance d'une nouvelle génération d'économistes plutôt libre-échangistes, et qui vont aller jusqu'à oublier le fait que les économistes de la génération précédente, celle qui était apparue durant la crise des années 30, les Peyroux, les Weller,
les Maurice Bié, étaient des gens très pragmatiques qui considéraient que le protectionnisme était un outil de politique économique, qu'il fallait l'adapter, qu'il fallait le moduler en fonction des conjonctures économiques et en fonction des chocs économiques que la France était susceptible de connaître. Alors justement, vous nous dites la France a choisi l'Europe plutôt que le protectionnisme, mais vous nous avez aussi dit l'un comme l'autre que l'Europe a su par le passé être elle-même protectionniste. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si Emmanuel Macron met en avant, je le citais aussi tout à l'heure, une Europe qui protège. Est-ce que ce virage donc à partir des années 70, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est l'influence justement d'une nouvelle génération? Est-ce que, inversement, c'était pour répondre à une crise structurelle du capitalisme français et continental? Alors, si je puis me permettre, je pense qu'il y a une conjoncture, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les États-Unis ont renoncé à l'étalon or, les États-Unis libéralisent les marchés de capitaux, enfin impulsent la libéralisation des marchés de capitaux. Le dollar, la valeur du dollar désormais va être indexée sur la force de l'économie américaine et non plus gagée sur l'or comme autrefois. Donc c'est un virage important. Deuxième chose, on va avoir l'arrivée d'une nouvelle génération d'économistes en Europe, pas qu'en France, je dirais en Europe en général, qui vont au fond accepter la doxa anglo-saxonne, qui vont, je dirais même plus que l'accepter, ils vont faire presque de la surenchère par rapport à la doxa anglo-saxonne du libre-échange mondialisé. Et donc, dans les cercles du pouvoir, on va dire que désormais, il faut jouer la carte de l'ouverture des marchés, qu'il faut jouer la carte du libre-échange. Il y a un virage. Alors, on pourrait le dater. Évidemment, en 74, c'est une date plus politique qu'économique, d'une certaine façon. Mais on peut dire qu'à ce moment-là, vous voyez par exemple la réaction d'un Maurice Allais, qui est d'une autre génération, qui fait partie d'une génération qui a commencé à écrire durant les années 30. Maurice Allais va critiquer cette évolution. Il va les critiquer. Lui qui est un libéral, incontestablement, libéral politique et économique, il va critiquer cette évolution vers ce qu'il va appeler la chienlit laissez-fairiste. Je crois que c'est le terme qu'il utilise, qui est quand même un terme assez fort pour critiquer cette évolution qu'il juge négative. Est-ce que, Yves Pérez, vous trouvez que la période actuelle, en comparaison avec les autres périodes dont vous nous avez parlé, est-ce que dans la période actuelle, il y a une influence plus grande de ces théories libre-échangistes qui confineraient à l'idéologie ? Je crois que si on prend la commission de Bruxelles, si on prend l'entourage de la commission de Bruxelles, on est effectivement avec un noyau d'économistes qui ont accepté la doxa anglo-saxonne, voire même parfois en faisant de la surenchère par rapport à cette doxa anglo-saxonne. Parfois, Jacques a parlé de Michael O'Rourke, quand on prend un certain nombre, même Stiglitz par exemple, ces gens-là sont plus prudents, plus modérés dans l'expression de leur position de politique économique que ne le sont un certain nombre de conseillers de l'Union européenne, notamment de la Commission, qui, je dirais, nous récitent la messe en latin, parfois, par rapport à cette question. Je suis peut-être un peu sévère et un peu dur, mais c'est ce que je ressens parfois très souvent en les écoutant. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Cette idée de « there is no alternative », il n'y a pas de possibilité de faire autre chose. Alors qu'en fait, si. La meilleure preuve étant ce que font les États-Unis aujourd'hui et d'autres pays d'Asie, je pense au Japon, à la Corée du Sud, etc. Bien sûr qu'il y a d'autres possibilités et qu'après tout, la protection, c'est un outil de politique. Ça n'est qu'un outil de politique économique, au départ, je dirais, et on peut l'utiliser, le moduler en fonction des intérêts, soit nationaux, soit d'un bloc économique plus large comme celui de l'Union européenne. Mais là, il y a une sorte d'interdit. Alors, derrière, il y a aussi le poids de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, commerce à peu près à part égale, autant avec les États-Unis qu'avec la Chine. Les Allemands vivent dans une hantise, c'est celle d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, parce qu'évidemment,
si cette guerre devait se déployer ou s'intensifier, il risquerait de faire partie des victimes. Donc l'Allemagne fait tout pour que l'Union européenne ne donne pas l'impression de s'engager dans la voie d'un protectionnisme, de ce qui pourrait ressembler à l'once d'un début de politique protectionniste. Voilà, je pense, ce qui, selon moi, caractérise un petit peu la situation actuelle. Il y a une spécificité européenne dans le contexte actuel, parce que si on va à Washington, aujourd'hui, dans les couloirs du Congrès, le protectionnisme a le droit de citer. Ne parlons pas des pays asiatiques où il n'a jamais cessé d'avoir droit de citer. C'est à l'intérieur de l'Union européenne où il y a un véritable blocage. Alors qu'on peut comprendre, si on se place d'un point de vue allemand, l'Allemagne ayant joué la carte de l'exportation à tout crin, je dirais, on voit où est l'angle de vulnérabilité de l'économie allemande. Si vraiment demain la guerre commerciale s'intensifie, l'Allemagne risquerait de faire partie des victimes. Alors, Jacques Sapir, un mot de conclusion. Yves Perez nous dit que le protectionnisme, finalement, est un outil de politique économique parmi d'autres, et voilà tout. Sur la couverture de ce Que sais-je, vous avez mis avec les puffs une image d'écluse. Je dois dire que j'ai pas tout de suite compris de ce dont il s'agit, et après je me suis rendu compte que c'est une écluse, métaphore que je vous ai souvent entendu dire, et que vous refaites dans ce livre, c'est-à-dire quelque chose qui fluidifie les échanges, et non pas qui les arrête. Ce n'est pas un mur. Un mot de conclusion, Jacques Sapir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et si vous voulez, cette métaphore de l'écluse, elle est importante parce que trop souvent, on a tendance à confondre le protectionnisme, qui, comme vous l'avez dit, est une politique économique, ni plus ni moins. On a tendance à confondre le protectionnisme avec l'autarcie. L'autarcie, c'est le barrage. Le protectionnisme, c'est l'écluse. Et l'écluse, c'est ce qui permet de naviguer de manière normale, de manière régulée, paisible et régulée, entre fleuves, si vous voulez. C'est une manière de gérer justement des différences de niveau, qui peuvent être des différences de niveau de productivité, qui peuvent être des différences de niveau d'échelle de production, qui vont avoir des conséquences sur les coûts de production de chacun. Donc oui, c'est une métaphore qui est extrêmement importante. Et effectivement, l'autre point, c'est que on voit bien que pendant la période du les deux périodes du grand protectionnisme, celle qui va de 1880 à 1914 et celle qui va grosso modo de 1945 à 1975, eh bien, à chaque fois, les échanges internationaux se sont accrus et se sont fortement accrus. Donc en réalité, il n'y a pas d'opposition entre le protectionnisme et les échanges, mais il y a, et ça c'est extrêmement important, une forme de régulation de ces échanges et surtout de leurs conséquences sur les économies et les sociétés des pays considérés. Et c'est pour cela, je pense, que le protectionnisme est appelé à avoir un bel avenir devant lui. Oui, mais alors justement, un tout dernier mot, est-ce que vous êtes d'accord avec Yves Perez que là, le blocage sur notre vieux continent, il est idéologique essentiellement chez les gouvernants ? Alors, oui, d'abord, un point sur lequel je suis entièrement d'accord avec Yves, c'est qu'il y a bien une spécificité européenne. L'Europe risque d'être le dernier endroit du monde où l'on défendra mordicus le libre-échange, alors que tout le monde ailleurs aura, d'une certaine manière, adopté le protectionnisme. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays émergents. Vous savez, les pays émergents qui ont beaucoup profité de la situation actuelle, eh bien, on voit que leur indice d'ouverture à l'économie internationale baisse de manière extrêmement importante depuis 15 ans. Depuis 15 ans, grosso modo, l'ouverture internationale des pays émergents a été divisée par 2. Donc, c'est vraiment quelque chose de très significatif. Et puis, cette dimension idéologique, elle est importante. Je crois qu'elle renvoie aussi à la capture par les modèles mathématiques et par l'imaginaire des économètres d'une partie du discours économique. Alors, c'est étonnant parce que ces mêmes économètres reconnaissent très souvent que leurs bases de données sont imparfaites, que donc les calculs peuvent avoir toute une série d'erreurs. Il y a un exemple très important qui est sur si vous voulez, sur les avantages de la monnaie unique, sur les avantages de l'euro. En quelques années, ces avantages ont été divisés pas par 1, pas par 2, par 10.
et par le même auteur qui les avait écrits, qui me dit oui, voilà, j'ai des données qui sont aujourd'hui plus fiables que les données que j'avais précédemment. Et voilà, je n'ai que ces résultats et pas les résultats d'avant. Mais on a exactement le même phénomène sur les grands travaux qui ont été faits dans le cadre, si vous voulez, de l'OMC et du cycle de Doha, où là encore, les perspectives de croissance ont été divisées par 5 ou 6 en fonction des bases de données. Non, pour l'instant, ces économètres continuent d'une certaine manière de capturer le débat, alors que oui, je pense que l'économétrie, il faut en faire, mais il ne faut pas la laisser capturer le débat. Et de ce point de vue-là, il serait peut-être temps d'en revenir à l'économie politique telle qu'elle était pratiquée dans les années 50, dans les années 30, voire dans les années d'avant la guerre de 14-18. Ce qui n'est pas à la mode ne se démode pas, Jacques Sapir, et on retombe une fois de plus sur des questions épistémologiques qu'on aime bien aborder dans cette émission sur l'aspect économique, à savoir que les théories économiques ne sont pas des absolus comme les lois physiques. Merci beaucoup Yves Pérez, Protéger ou disparaître chez Perspective Libre, et Les vertus du protectionnisme, toujours disponible à l'Artilleur. Merci beaucoup à vous, et merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir avec ce Que sais-je, le protectionnisme qui paraît au PUF. La semaine prochaine, on sera donc avec Aurélien Bernier pour continuer cette discussion avec son nouveau livre, avec la complicité en régie de Jeanne D'Amato Pipo-Picci, qui vous enjoigne, amis auditeurs, à passer une bonne année 2022 et pourquoi pas à vous abonner à ce podcast. En attendant, faites pas vos Jacques. Salutations. This is not a method. This is provocation. Let them do. No, no, no.